Donc le maire, quelques temps après, il me dit « Mais toi qui as fait les arts et métiers, il n'y aurait pas possibilité de faire une réplique du fardier de quinoa à l'échelle 1 ?» Toutes les conditions vont être réunies pour qu'effectivement il fonctionne. Ça va marcher. Henry Ford naquit le 30 juin 1863, l'année qui vit la fin de la guerre civile aux États-Unis, et grandit sur une ferme du comté de Wayne, au Michigan. Déjà à 16 ans, Henry Ford jouissait d'une certaine réputation dans sa localité pour sa dextérité manuelle. Conscient de son talent, il quitta le domicile familial pour apprendre le métier de machiniste. 3 ans plus tard, il avait acquis assez de connaissances pour concevoir une locomotive de ferme actionnée à vapeur qui devint le précurseur des tracteurs modernes. En 1883, il termine son apprentissage et se retrouve chez Westinghouse. Son travail consiste alors à mettre au point des engins à vapeur et de réparer des pièces d'équipement. Plusieurs années s'écoulent et Henry Ford, tout en continuant de prendre de l'expérience sur le marché du travail, met au point pendant l'hiver de 1893 un petit moteur monocylindrique à essence qu'il fait fonctionner pour la première fois dans la cuisine de sa maison. Plus tard, il fabriqua un moteur avec de vieux tuyaux qu'il installa sur un petit chariot muni de 4 roues de bicyclette. Le 4 juin 1896, après avoir défoncé une partie d'un mur de briques de sa maison pour sortir son véhicule, Henry Ford le conduisit triomphalement autour du pâté de maison. Et comme il était 4 heures du matin, ses voisins ne purent assister à la randonnée historique. Sachant qu'il pouvait faire mieux, Henry Ford se remit à la tâche et construisit, entre 1895 et 1899, un autre véhicule. Cette même année, il quitta son emploi pour se consacrer à l'industrie de l'automobile comme ingénieur en chef de la Detroit Automobile Company, qui fabriquait la Cadillac. Le refus de ses associés de construire des automobiles sur une grande échelle et non pour les classes privilégiées seulement entraîna sa démission. Par la suite, dans le but d'atteindre une certaine renommée et de partir sa propre compagnie, il travailla sur plusieurs automobiles de course et eut le courage de les conduire lui-même à la victoire. Enfin, le 16 juin 1903, Henry Ford créa la Ford Motor Company, grâce à l'appui d'une douzaine de personnes qui crurent en lui, en investissant une somme totale de 28 000 $ en argent comptant. Les mois suivant sa création, les premières Ford des modèles A étaient assemblées. On en fabriqua 1708 dans les 15 premiers mois, qu'on vendit 750 $ chacun. Vers la fin de 1904, la A se transforme en C et hérite d'un capot même si le moteur reste sous la banquette. Dans l'ordre apparaissent ensuite les modèles B, E, F, K, N, R et S,
pour finalement arriver au plus célèbre, le modèle T, lancé en octobre 1908. La production en série fit son apparition dans l'industrie automobile avec le modèle T. Au tout début, en 1913, la première chaîne de montage mobile assemblait des magnétos à volant et le principe a été appliqué aux châssis qui furent d'abord transportés à titre d'essai d'un endroit à un autre au moyen d'une longue corde et poussés ensuite à la main. Plus tard, une ligne de montage entraînée par une chaîne fut installée et ce dispositif permit à la production d'atteindre le rythme effarant d'une automobile par minute. Jusqu'en mai 1927, on a construit plus de 15 millions de ce modèle T que les Américains appelaient le Tin Lizzy. Mais André Citroën n'oublie jamais que toutes ces voitures, ce sont d'abord des ouvriers qui travaillent et il aime s'adresser à eux directement. Que la fête de l'arbre de Noël, qui nous permet à tous de nous réunir et de distraire les enfants de 6 à 12 ans, aura lieu le 25 décembre au Palais des Sports. Il y aura, comme d'habitude, représentation, distribution de jouets, goûter, tombola, et que le nombre de places étant de 17 000, tous les enfants et tous leurs parents pourront aisément s'y trouver réunis. Bon appétit, mes chers amis, et vive la bonne humeur française. Avec Henry Ford, qu'il admirait tant, Citroën restera en relation toute sa vie. Régulièrement, par courrier ou sur le vif, les échanges d'expériences furent nombreux entre les deux hommes. Leur dernière rencontre dans les années 30 ne fut peut-être pas pour rien dans les grandes décisions qu'allait prendre Citroën à cette époque. D'avril à septembre 1933, en un temps record de 5 mois, l'usine du quai de Javel est démolie, puis reconstruite sans interrompre la production un seul jour. L'objectif, réunir toutes les opérations de montage en un seul bâtiment. Un principe que Citroën avait vu chez Ford à Détroit, mais aussi à 2 pas de Javel, chez Louis Renault dans l'île Seguin. Pour amortir rapidement cet investissement considérable, inauguré par un banquet gigantesque, et pour assurer l'avenir après les années de crise, il faut sortir un modèle qui mette pour longtemps Citroën hors d'atteinte de ses concurrents. Tout va aller très vite. Le 12 mars 1933, Citroën embauche André Lefebvre, un ingénieur licencié par Louis Renault, et lui donne carte blanche. Fin mars 1933, le patron décide. La petite voiture populaire qui était envisagée est repoussée. Le projet, une traction, le délai, 18 mois, pas plus. Dans un rythme inimaginable, probablement jamais vu chez aucun constructeur automobile, les équipes se mettent au travail 7 jours sur 7. Tous les problèmes sont à résoudre dans l'urgence, et d'abord ceux qui proviennent de cet étrange défi. La traction avant, formidablement plus difficile que la propulsion, mais tellement plus prometteuse. La mise au point des joints articulés, pièces maîtresses qui permettent aux roues avant d'être à la fois motrices et directrices, semble un moment impossible dans un délai aussi court. Mais le pari sera tenu. Le 15 juin 1934, c'est-à-dire en avance de 3 mois sur les prévisions, Pierre-Louis part sur les routes de France pour prendre 365 photos destinées à un calendrier traction. Le 3 octobre, à l'ouverture du salon, la traction triomphe. C'est un modèle sans égal qui stupéfie tout le monde lors de sa sortie et qui séduit encore aujourd'hui des milliers de collectionneurs à travers le monde. Une réputation indestructible, comme le modèle lui-même, si l'on en croit le film Maison. Tout va bien, la promenade continue. Cette voiture démode d'un seul coup toutes les autres. Traction avant, carrosserie monocoque autoporteuse sans châssis, plus résistante et plus légère. Roue avant indépendante. Direction à crémaillère. Centre de gravité rabaissé. Lignes aérodynamiques. Suppression des marchepieds. Amortisseurs. Freins hydrauliques. Boîte de vitesse synchronisée. Moteur à culbuteur et chemise amovible.
Son style, si novateur pour l'époque, est l'œuvre du sculpteur italien Flaminio Bertoni. Alors qu'il venait d'être embauché, on dit qu'il a sculpté en 50 heures les formes de l'attraction. Il sera pour beaucoup dans l'incroyable popularité de ce modèle du siècle. La voiture des personnalités, la voiture des truands les plus fameux, 1000 fois portée au cinéma, mais aussi la voiture populaire avec 760 000 exemplaires vendus. Elle se déclinera encore et encore dans de multiples versions. Et même en 1954, elle adoptera sur les roues arrière un principe qui fera la gloire d'une autre reine de la route, la suspension hydropneumatique à assiette constante. André Citroën ne verra pas la fin de ce modèle de légende. En 1957, on en arrêtera la fabrication, après 23 ans d'un parcours de rêve au service des clients, mais aussi de la marque elle-même, dont elle reste un des plus magnifiques fleurons. Après la 2 chevaux, Citroën va de nouveau se trouver propulsé à l'avant-garde de la modernité, avec une voiture dont l'impact sera aussi puissant que celui de l'attraction, la DS19. Encore et toujours le tandem choisi par André Citroën, Lefebvre-Bertoni, auquel il faut ajouter le nom de Paul Magès, qui dirigea les études sur la suspension. La DS possède un style qui tranche avec tout ce que l'on peut voir à l'époque, une sorte d'ovni venu du futur, qui séduit dès l'ouverture du salon de 1955. Le premier jour, 12 000 personnes signent un bon de commande. Les citroënistes sont hystériques. Il faut dire qu'elle proposait bien des choses, la DS19. Une suspension hydropneumatique à hauteur constante. Boîte, direction, embrayage et freins assistés. Freins à disque à l'avant, une première sur une voiture de série. 2 circuits de freinage avec répartiteur, et le confort, la tenue de route, la grande classe. En version break, son confort en roulage, son assiette constante et son comportement routier inégalable en font le véhicule de référence des professionnels. À l'image de la Caravelle et du paquebot France, elle est le signe d'une certaine réussite à la française, dont le général de Gaulle devient l'un des fidèles. Elle lui sauvera la vie au petit Clamart. Criblée de balles, les pneus lacérés, elle poursuivra sa route imperturbable jusqu'à Villacoublay. Ce modèle de standing se révéla également une voiture de course redoutable, qui trustera les podiums pendant des années sur tous les terrains de la compétition internationale. L'allure d'ovni de la Toyota Prius a fini par s'intégrer à notre paysage terrestre. Bien implanté sur nos routes et dans les flottes de taxis, l'auto part à la conquête d'un nouveau monde, celui des familles nombreuses. Visuellement, la Prius Plus ne peut renier son appartenance à la famille Prius. L'auto doit cependant désormais accueillir 7 places, et cela se fait avec une prise de poids de 125 kg. Une valeur plutôt contenue, et ce grâce à son toit vitré en résine, ou encore sa structure réalisée avec un nouveau procédé de pressage à chaud. Le CX de 0,28 s'avère correct à défaut d'être exceptionnel. La batterie lithium-ion permet également un gain de 8 kg. Tout cela a un but essentiel, maintenir des consommations et un taux de CO2 identique à la Prius normale.
L'intérêt indéniable du véhicule est bien sûr sa troisième rangée de sièges. Celle-ci se met facilement en place et offrira un bon confort pour les enfants, mais saura également accueillir des adultes sans trop renier sur le facteur confort. La place ne manquant pas à bord, avec des petits sacrifices des différentes rangées, tout le monde aura assez d'espace aux jambes pour bien voyager. Le coffre annonce une contenance de 515 litres en configuration 5 places, volume qui va bien sûr diminuer avec la troisième rangée. La vie à bord reste identique à ce que l'on connaît sur la Prius. La fabrication est sérieuse et a tout pour durer dans le temps. Les matériaux sont d'aspect variable, mais les modèles précédents ont prouvé qu'ils tiennent dans le temps. Le plastique moussé ne fait pas tout. Le dessin de la planche de bord se veut ludique et bicolore dans le but de séparer les éléments de confort et de conduite. Bonne intention qui en pratique n'est guère convaincante, l'ensemble étant plutôt confus à utiliser. On trouve quelques attentions toujours bienvenues à l'image de la double boîte à gants, de rangement pour des bouteilles ou d'un espace pour poser sa monnaie. Malgré le couloir central occupé par la batterie, les ingénieurs de Toyota ont tout de même tenu à intégrer ces petits plus bien utiles lors des longs trajets. Sur la route justement, la Prius est reconnue comme une référence. La Prius Plus suit-elle le même chemin? On ne se faisait pas trop de soucis à ce sujet et Toyota maîtrise toujours aussi bien son propos. L'amortissement filtre parfaitement saignée, petits nids de poule et autres ralentisseurs. Un système de correction de tangage amène également un confort non négligeable. En effet, lorsque le nez de la voiture s'enfonce, le moteur électrique vient ajouter un peu de couple et à l'inverse, lorsque la voiture se cabre, il le réduit. Cela permet au véhicule de rester plus à plat. La motorisation hybride est sans aucun doute un aspect primordial de l'auto. La Prius Plus reprend ainsi à l'identique l'ensemble du système hybride de la version 5 places, au détail près du rapport de démultiplication finale raccourci afin de maintenir un bon niveau de performance. On retrouve donc le 4 cylindres 1,8 litre de 99 chevaux, fonctionnant en cycle Atkinson, associé à un moteur électrique de 82 chevaux, pour un total non cumulable de 136 chevaux. En ville, il sera possible de rouler environ 2 km sur le moteur électrique, du moins tant que l'on ne dépasse pas les 50 km/h. Au-delà, le moteur thermique reprend vie. Très rapidement, on adopte une conduite souple avec la Prius Plus. Non pas qu'elle distille un effet euphorisant, mais elle s'adapte mal à une conduite dynamique. Les reprises ne sont pas exceptionnelles, et le moteur s'emballe à la façon d'une transmission CVT lorsqu'on le sollicite trop. Le bruit est alors désagréable, et l'agrément s'en ressent. Autant rester détendu du pied droit. D'autant que l'on bénéficie d'une consommation de 4,3 litres au 100, selon les données constructeurs, valeur tout à fait réaliste pour une fois. La Prius Plus respecte ses objectifs, d'emmener jusqu'à 7 passagers dans un bon confort, tout en étant économe en carburant. Elle n'usurpe pas le nom forgé par la gamme Prius et tient son rang. C'est une bonne alternative pour les familles rebutées par la position de conduite façon camionnette d'un monospace. À n'en pas douter, Toyota dispose d'un atout supplémentaire pour rester incontournable sur le secteur de l'hybride, ce qui en période de remise gouvernementale sera parlé à bien des portefeuilles.